Bonjour, félicitations pour la création de ce nouveau média. Bien, je suis effectivement convaincue que la parité n'est pas la charité, d'autant qu'il y a pléthore d'études qui ont été faites par les cabinets internationaux et qui disent que la parité dans l'entreprise, la mixité dans l'entreprise est une véritable source de richesse, de performance, de productivité, de rentabilité. Maintenant, il y a les données et il y a la culture dans laquelle nous vivons depuis très longtemps maintenant, une culture qui ne donne pas pleinement la place aux femmes qu'elles méritent. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise. J'ai rencontré des femmes compétentes, expertes, capables, totalement formées et parfois plus diplômées que les hommes, mais qui manquaient malheureusement souvent de confiance en elles, voire même d'estime d'elles-mêmes, et qui ne réalisaient pas le potentiel qu'elles pouvaient avoir. Et ça, je pense que c'est lié à cette belle culture patriarcale qui a encore de longues années, je pense, devant elle, si on ne se saisit pas très sérieusement de ce sujet et que l'on n'apprend pas aux jeunes filles dès le plus jeune âge qu'elles sont capables de tout faire. Cette jeune génération est absolument extraordinairement exigeante. Elle a envie que ces choses-là changent. Et je le vois aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et on peut saluer ce progrès dans la culture, dans la mentalité. Et je pense que nous sommes en train d'avancer maintenant sur ces sujets-là et que très probablement dans les 10 années qui viennent, le paysage aura complètement changé sur cette question, à la fois grâce au travail des féministes, mais pas que, aussi parce que les jeunes hommes aujourd'hui ont envie d'avoir un équilibre différent dans leur vie et de trouver une bonne balance entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. On a fêté l'année dernière les 10 ans de la loi Copé-Zimmermann. Pendant des années, on nous avait dit qu'il n'était pas possible d'avoir plus de 10% de femmes dans les comités, dans les boards. En 10 ans, on est passé de 9% à 45% de femmes. 45%. Et tout le monde s'accorde à dire que cela a été bénéfique en termes d'efficacité. Et je me pose la question de savoir pourquoi dans les comités de direction et dans les comités exécutifs, où les décisions de l'entreprise se prennent au quotidien, alors même qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les entreprises, pourquoi elles n'arrivent pas à percer ce fameux plafond de verre? Cette loi que Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner portent avec beaucoup de volontarisme ne concerne pas que les objectifs chiffrés. Nous demandons aux entreprises de faire des efforts pour que d'ici 8 ans, il y ait 40% de femmes dans les COMEX et dans les CODIR. C'est l'objectif qui nous paraissait le plus réaliste, le plus atteignable et qui faisait le plus de consensus. Et quand je parle de consensus, même 40% dans 8 ans semble tout à fait impossible pour certaines personnes. Donc ça montre aussi le manque de volonté de certains acteurs sur cette question-là, mais j'ai envie de vous dire que la jeune génération ne sera pas aussi patiente que ma génération l'a été. Mais je voulais surtout parler de l'entrepreneuriat des femmes. Aujourd'hui, il se trouve que nous n'avons... Je vais prendre le secteur de la tech, qui est un secteur que je connais bien, et qui est un secteur qui a le vent en poupe. Que n'aurions-nous fait si nous n'avions pas eu le numérique pendant cette période de crise sanitaire pour communiquer, pour échanger, pour partager, pour travailler à distance, etc., etc. Aujourd'hui, dans le secteur de la tech, il y a à peine 30% de femmes. Et il n'y a que 12% des startups qui sont créées par des femmes. Alors même que les entreprises créées par des femmes ont prouvé être aussi rentables, aussi productives et aussi performantes que les entreprises créées par les hommes. Et on se rend compte que les femmes peinent à trouver des financements.
Donc cette loi couvre aussi ce sujet du financement des entreprises portées par des femmes. Pourquoi? Parce que souvent, on se rend compte que les jurys des fonds d'investissement ne sont composés que par des hommes. Et comme on est très biaisé par nos préjugés, par les stéréotypes avec lesquels on grandit, eh bien, on est complètement bloqué là-dessus. Alors, je suis heureuse que Marie-Pierre Rixain ait adressé cette question dans sa proposition de loi, parce que cela vient compléter le travail que nous faisons avec BPI depuis plusieurs années maintenant, qui est d'avoir davantage de financements qui vont vers les entreprises créées par les femmes. Et je pense que nous ne pouvons pas, dans ce monde post-Covid où nous avons besoin de relancer l'économie de notre pays, faire l'économie de 50% de nos talents dans notre pays. Ça n'est juste pas possible. Donc, si on ne considère pas que c'est une justice sociale que donner à tout le monde la possibilité de réussir de la même manière, eh bien, soyons pragmatiques et parlons de performance et de résultats. Et là, peut-être qu'on ouvrira les vannes et qu'on laissera les femmes et qu'on permettra aux femmes de briser ce plafond de verre qui, non seulement les empêche de réussir, mais qui coupe l'entreprise de beaucoup d'innovation, de créativité et de savoir-faire. On a décidé de créer un index diversité qui va permettre justement aux entreprises de prendre une photographie du niveau de diversité de leur recrutement. Cet outil, il est d'autant plus important que ce sujet est en train de prendre une place très importante dans les débats sociaux et les entreprises, il n'y en a pas une que je rencontre ces derniers mois qui ne me dit pas combien elle a du mal à recruter, combien elle a envie de recruter différemment, combien elle a envie de s'ouvrir à ces recrutements de la diversité, mais qu'elle ne sait pas comment faire. Nous avons lancé une consultation nationale sur les luttes contre les discriminations au mois de mai dernier, sur lequel on a eu 135 000 participations. Presque 6 000 propositions nous ont été remontées. Le sujet de la discrimination dans le monde professionnel, la discrimination à l'embauche, la discrimination dans l'emploi est l'une des premières questions qui est ressortie. Ensuite, on a les questions de discrimination sur l'accès au logement, discrimination sur l'accès aux services et aux droits. Donc on est en train de travailler avec tous les ministères parce que vous vous rendez bien compte que même si nous avons ce sujet au cœur de notre ministère, mais ça concerne tout le gouvernement. Si j'avais juste quelques mots à dire au sujet du Grenelle, je vous dirais que notre principale préoccupation, c'est aujourd'hui de continuer à mieux protéger les femmes. C'est pour ça qu'on a développé les bracelets anti-rapprochement, c'est pour ça qu'on a mis en place... Vraiment, parce que... Absolument. Alors l'expérimentation a été faite jusqu'en à la fin du mois de décembre 2020, toutes les juridictions de France avaient ces bracelets anti-rapprochement. Il y en a 1000 qui ont été distribués. On est à 375 aujourd'hui qui ont été jugés, parce que je rappelle quand même que ce sont les parquets qui prennent la décision de mettre ou pas ces bracelets. On a 3000 téléphones grave danger. Ce sont des téléphones qui sont donnés à des victimes de violences conjugales et qui sont reliés directement aux forces de l'ordre. On a augmenté de 60% le nombre de places d'hébergement pour accueillir en urgence les personnes qui en avaient besoin. Donc mieux protéger, continuer de mieux protéger ces femmes. On a aussi décidé de davantage suivre les auteurs de violences parce qu'on a mis du temps à s'occuper des auteurs de violences et je crois qu'on a sous-estimé la dangerosité des auteurs de violences et ce qui s'est passé à Mérignac en est une preuve absolument terrible et pas que Mérignac, Hayange et encore, absolument. Et donc, le fait de mieux suivre les auteurs de violences, c'est absolument essentiel et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ont décidé de mettre en place un fichier de suivi des auteurs de violences conjugales et aussi parce que on se rend compte que plus de 60% des féminicides sont commis par arme blanche ou par arme à feu. Donc, la saisie des armes à feu
à chaque fois que l'on a connaissance de leur existence est extrêmement importante. Et le dernier point, donc mieux protéger, mieux suivre les auteurs. Je veux quand même préciser que c'est la première fois qu'on étend dans notre pays des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales. J'ai décidé l'année dernière d'en créer 30, on en a ouvert 27, il y en a 3 sur les territoires ultramarins, il faut qu'il y en ait dans tous les départements, il faut qu'on ait un parfait maillage territorial parce qu'il faut une prise en charge psychologique, médicale et socio-professionnelle des auteurs de violences pour faire de la prévention et éviter que ces féminicides ne se poursuivent et faire de la prévention finalement sur ces violences qui sont encore trop présentes. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se posent la question de pourquoi est-ce qu'il faut encore un ministère de l'égalité et pourquoi les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes. Exactement. Je pense qu'on n'aura plus besoin de ce genre de ministère quand il n'y aura plus une seule femme qui mourra sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, quand on permettra à toutes les jeunes filles de faire les études qu'elles ont envie de faire indépendamment de leur genre, quand on permettra aux femmes de s'accomplir dans les entreprises et qu'elles auront parfaitement brisé ces plafonds de verre, quand elles ne se sentiront plus en danger dans l'espace public. Une femme sur 10 dit qu'elle a été victime de violences sexistes ou sexuelles dans l'espace public. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de travail.